Pour moi, une équipe, c'est une équipe globale. Et c'était toujours mon objectif, depuis que je suis chez Orange, de penser au-delà de mon périmètre, de penser global, de penser client, et voir comment maximiser la valeur pour le client. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Sandy, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être là aujourd'hui pour venir témoigner et parler produits, organisation, transformation avec moi. Notamment, on va parler d'Orange Business. Première question. Notre auditoire est à l'habitude. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es? Très bien. Déjà, merci Martin de m'avoir invité. Donc, je m'apprête avec un grand plaisir à cet exercice. Donc, moi, je suis Sandy Giustiniani. Je suis Head of Marketing à Orange Business. J'ai une double formation, à la fois une formation ingénieur et après une formation en marketing. Ça fait 17 ans que je suis dans le groupe Orange. Je fais à la fois du B2B et du B2C. Chez Orange en global, donc ma carrière et mon fil conducteur étaient beaucoup orientés autour de l'innovation. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est créer des activités from scratch. C'est très passionnant. Également la transformation, soit des business models, soit la transformation organisationnelle, aussi pour être plus agile, et aussi la mise en place des partenariats stratégiques. Si je veux parler également de deux grandes innovations auxquelles j'ai contribué activement, la première, c'était autour de la digitalisation, donc aux prémices, et toute la partie softwareisation du réseau qui a créé des innovations, produits super intéressantes. Et la deuxième, c'est toute la partie innovation autour de la sustainability pour créer des modèles durables et surtout sortir tous les modèles et les offres autour de l'économie circulaire. Donc voilà en gros ma carrière en résumé chez Orange. Et tout ça, je l'ai fait au quotidien avec beaucoup de passion, beaucoup d'écoute de nos clients, des parties prenantes pour pouvoir les embarquer et pouvoir faire de belles choses ensemble. Chouette, excellent, et merci pour cette belle intro. Du coup, pour comprendre un petit peu et poser un peu le cadre, bon, le groupe Orange, tout le monde connaît, tous les Français connaissent, bien évidemment, mais du coup, la partie Orange Business à laquelle tu appartiens, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le métier d'Orange Business? Toi, au sein de la direction marketing, quelle typologie de produits vous opérez, pour quels enjeux, pour quels clients, entre guillemets, voilà, histoire qu'on comprenne un petit peu le périmètre et le domaine d'activité au global. Très bien. La partie Orange Business dans le groupe Orange qui est assez vaste, elle opère pour les clients entreprises. Donc, quand on parle des clients entreprises, c'est quand même du B2B, mais ça reste une large gamme d'entreprises derrière. On va trouver des clients pro partant du boulanger du coin ou, pareil, de l'avocat. Donc, on a cette typologie de clients jusqu'aux clients grand compte. Donc là, on est à un client international, un Coca-Cola ou un ministère. Donc, on a vraiment tous les clients B2B, mais qui restent quand même une large gamme de clients. Côté Orange Business, on est en pleine transformation et mutation, car on n'est pas là uniquement pour fournir une connectivité à nos clients, on est là à également devenir un opérateur intégrateur.
Donc derrière ça, on va accompagner nos clients tout au long de sa digitalisation d'une façon responsable, avec confiance, sécurisée. Donc on a un volet qui est autour de la cyber, qui est très très fort, sur lequel on développe pas mal. Un volet autour du cloud souverain. On travaille toute la partie plateformisation aussi pour pouvoir intégrer les différents partenaires et contribuer au plus vers l'innovation, vers nos clients, leur faire ça. Moi, concrètement, où je suis, en fait, côté Orange Business, je suis dans une business line marketing qui s'appelle Smart Mobility Services. Derrière ça, il y a toute la partie mobilité, donc la mobilité, la connectivité réseau avec tout ce qui arrive avec la 5G, 5GSA, etc. Il y a toute la partie device mobile et toute la partie IoT, les réseaux privés pour nos clients. Moi, il y a 5 ans, j'ai intégré la business line Smart Mobility Services pour créer from scratch toute l'activité financement et économie circulaire. Car c'était arrivé à un enjeu où le groupe, il voulait vraiment prendre des ambitions très fortes autour de l'empreinte carbone. On a, au niveau groupe, d'être net zéro carbone à horizon 2040. Il y a également l'Europe et nos clients. Tous, ils ont pris des engagements, car l'Europe également voulait au plus tard, toutes les entreprises qui sont là, être également en net zéro carbone à 2050. Donc, on a un enjeu de décarbonisation pour nous en tant que groupe Orange et également pour accompagner nos clients. Donc, moi, mon rôle, c'était autour du device mobile, de pouvoir créer les offres qui vont venir à contribuer à cette décarbonisation. Donc, j'ai mis en place plein de sujets. Donc, j'ai lancé les terminaux reconditionnés sur le marché B2B en créant tous les partenariats et en structurant le marché. Il n'était pas encore structuré, donc c'est très passionnant comme d'être au cœur de réacteur et de créer ça. J'ai lancé les offres de reprise des terminaux pour nos clients, pareil avec des process qui s'adaptent par rapport à chaque marché, chaque client. J'ai lancé les offres de recyclage avec plein de sujets et des partenariats avec Emmaüs International pour que ça soit un programme social solidaire. J'ai aussi tous les partenariats avec les grands acteurs comme Apple, Samsung et tous les autres pour pouvoir aussi les amener vers ces sujets-là d'économie circulaire. J'ai lancé les offres du leasing autour du mobile. Donc chez Orange, je suis la première également à pouvoir lancer ça. On connaît le leasing des voitures, mais le leasing de mobile, c'était également quelque chose de nouveau qu'il a fallu mettre en place et créer. Car ça aussi permet d'être dans une économie circulaire. En louant un téléphone, on va la récupérer, le donner une seconde vie et ça va rentrer dans ce chemin-là. Très intéressant. Et du coup, dans cette business line, comment vous êtes organisé? Combien vous êtes? Est-ce que vous arrivez à opérer en autonomie ou il y a énormément de dépendance avec le reste du groupe? Et quelles sont les grandes fonctions pour délivrer toutes ces gammes, ces offres et ces nouveaux services? Déjà, côté Orange Business, il y a 3 business lines. Donc, nous, on est dans la business line où j'ai cité. On est en autonomie, mais on travaille également en écosystème. Donc, tout le monde discute ensemble. Il y a, comme j'ai dit, toute la partie connectivité avec tous les sujets autour de la 5G, voir comment opérer ça, car la 5G également, tout ce qui va venir avec la 5GSA, etc. Il y a beaucoup de use cases autour du B2B sur lequel il faut qu'on travaille et qu'on développe. Et on a la partie IoT aussi. On a développé toute la partie IoT avec plein de business à venir. Et c'est un de nos relais de croissance sur lequel on investit beaucoup au niveau people, au niveau marketing. Et on a aussi une étendue internationale. Donc, ce n'est pas uniquement qu'en France. On a la partie réseau privé, donc pour nos clients, pour pouvoir mettre également des réseaux pour eux derrière. On a toute la partie device mobile avec les services qui vont avec, donc il y a cette partie-là sur laquelle on travaille. On travaille, en fait, tous les business lines, tous les directeurs marketing travaillent aussi
pour les canaux derrière. Donc après, on travaille pour des canaux qui sont les grands comptes, les canaux qui sont les moyennes entreprises, et aussi parfois on opère pour les clients pro PME. Donc c'est là aussi, on est tous reliés à des PNL qui sont portés par les canaux, mais notre idée c'est de pouvoir être à l'écoute de nos clients, à l'écoute des canaux pour sortir des offres innovantes qui correspondent aux besoins clients, et c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse le link ensemble. Excellent, et du coup ça me permet d'introduire, quand on avait préparé l'épisode, on avait évoqué du coup les démarches produits que vous avez mis en place, déployées. Voilà, aujourd'hui, comment vous opérez du product management chez vous, quelle réalité ça a, qu'est-ce que ça apporte selon toi pour justement mieux servir les clients Très bien. J'ai fait du product management en B2C chez Orange et en B2B. Je t'avoue que c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Il y a des méthodes de travail qui sont différentes. Côté B2C, on est beaucoup plus industriel. On est déjà aux pointes des sujets, donc on a... À l'époque, il y a une dizaine d'années, j'ai mis en place tous les sujets autour de l'agilité, le DevOps, le Safe. Donc, on a travaillé sur la mise en place de tout ça, et ça introduit pas mal de la transformation organisationnelle derrière, des méthodes de travail, comment on va mettre tout ça en place. Mais on reste dans une dynamique plus B2C industrielle standardisée. Côté B2B, on est totalement différent. Surtout, comme j'ai indiqué, moi j'ai également eu cette chance et l'opportunité d'être en création d'activités. Donc là, tu as également, le produit fait autre chose qu'habituellement. Donc là, dans le produit, comme j'ai indiqué, j'ai moi-même identifié les partenaires. Donc tu fais des RFP, tu choisis tes partenaires. Tu instruis, tu structures le marché, donc tu donnes le tempo. Quand tu es dans un groupe comme Orange et tu lances une activité, bah, tu es le premier, le leader, et donc c'est toi qui vas définir la voie, c'est toi qui vas ouvrir cette voie-là. Donc l'étendue d'un product, head of product sur ces sujets-là, il est beaucoup plus vaste que de regarder son petit produit, lancer sa petite feature. Tu es plus sur une vision, sur une ambition, une conviction sur laquelle il faut définir, et après voir comment cette ambition-là qui est autour de la stratégie d'entreprise, tu vas la concrétiser en produit derrière. Tu travailles également beaucoup au niveau influencer le marché, influencer des partenaires, des géants de la tech, comme je parlais d'Apple, voir comment également eux les amener avec toi pour que vous travaillez win-win dans une transformation d'un business model. Donc il y a beaucoup de ce sujet-là. Il y a beaucoup aussi s'inspirer son écosystème, donc voir comment ce que tu mets en place, tu peux également inspirer les autres pour pouvoir embarquer tout le monde dans ça. Et le produit, il y a également chez Orange Business, on a une force commerciale importante et qui est diversifiée. Donc, il y a des gens, des conseillers clients, des gens qui vont chez les clients en direct, des AM, des business managers, etc. Et il faut également, en pensant produit, penser à cette force commerciale, ces téléconseillers, comment ton produit va s'inscrire dans leur parcours à eux, comment il va venir, car ils ont énormément de produits en face. Moi, j'étais surprise à l'époque que la première personne qu'il faut convaincre que ton produit est bon, c'était tes vendeurs avant tes clients. Pour qu'ils puissent en parler, s'approprier et pouvoir... Donc, c'est eux tes premiers ambassadeurs. Donc, il faut aussi beaucoup les écouter. Et il faut beaucoup d'écoute. Donc, un product sur ces sujets-là, au-delà de la technicité ou sa connaissance produit, il devrait avoir un savoir-être, le savoir-être beaucoup écouté, avoir le client au centre, donc transformer la complexité en langage client. Moi, à chaque fois qu'il y avait de la techno qui vient de me parler, je me dis, OK, mais en termes clients, c'est quoi l'impact ? Ça veut dire quoi ?
La techno, super, mais derrière ça, ça veut dire quoi? Et il faut également avoir cette aura, ce leadership de pouvoir convaincre que ce que tu es en train de mettre en place, c'est la bonne vision, la bonne conviction, et surtout penser grand, mais avoir l'humilité de démarrer en petits pas. Donc de dire, ok, on va faire des petits pas et on verra. Donc faire du test and learn et avancer petit à petit. Excellent, super intéressant. J'ai envie de rebondir sur un sujet que tu évoquais, c'est la conviction de tes commerciaux avant la conviction des clients. Effectivement, je pense que dans un groupe comme le vôtre, ça peut être une très grande force parce qu'il y a beaucoup de ressources qui viennent pousser, qui viennent accélérer quelque part un lancement d'offres, comme tu l'évoquais, un nouveau produit, voire un nouveau marché que vous explorez et qui du coup vous allez presque driver le marché parce que vous êtes un leader du marché. Comment on fait, parce que c'est une transformation, et quels peut-être conseils tu as à donner pour embarquer comme ça de nombreuses parties prenantes, parce que quelque part c'est un peu le défi aussi. La transfo, comme tu dis, ils ont plein de produits à vendre, pourquoi un nouveau produit, comment tu les embarques pour en faire un driver et non pas un frein, parce que j'imagine que ça pourrait être un frein s'ils ne sont pas convaincus, s'ils ne sont pas embarqués. Et je pense que c'est une problématique partagée par beaucoup de leaders produits, d'organisations complexes, qui est de comment on arrive à évangéliser sur l'intérêt de notre produit, sur sa capacité, et comment on arrive à convaincre, in fine, nos parties prenantes autant que nos clients pour en faire des moteurs de notre solution. Tout à fait. En fait, Martin, tu as touché le doigt d'un sujet qui est vraiment au cœur en fait de la réussite d'un lancement ou la réussite que ton produit fonctionne. Comment pouvoir les embarquer? Pouvoir les embarquer, déjà, il faut les écouter. Il faut comprendre leur douleur, comprendre leur driver. Il y a une part qui est la rémunération des vendeurs, souvent qui est évoquée, mais c'est un des drivers, mais pas que. Et il faut également avoir cette énergie, cette envie, ce dynamisme-là pour embarquer. C'est beaucoup aussi... du soft skills, comme tu disais. Oui, le soft skills est très très important. D'avoir la communication, c'est très important vis-à-vis d'eux. Une communication simple, communication orientée client. Leur dire oui, pourquoi c'est important ce produit-là pour leurs clients. C'est pas pour leur dire non, il faut le vendre car nous, Orange, on a décidé que. C'est pas du push, c'est de s'inscrire ça dans la stratégie du client, donner du sens, beaucoup donner du sens, le pourquoi on fait ça, quelle est la raison, qu'est-ce que ça amène ce produit-là de plus pour nos clients. Écouter et surtout, moi j'ai beaucoup été au-delà parfois du périmètre du produit pur. C'est pas en te restant dans ton bureau que ça va et en faisant tes features que ça va bien fonctionner. Il faut aller voir les clients, les écouter, regarder les appels d'offres qui nous arrivent, voir qu'est-ce qu'ils demandent. Et voilà, c'est ça qui va venir. Tu es légitime en fait. Ils t'écoutent car tu connais comme eux. Les clients. Tu étais à la rencontre, tu as compris leurs besoins et tu l'as transcrit avec beaucoup de panache, beaucoup d'énergie et voilà. Excellent. Quand on a préparé cet épisode ensemble, je crois que tu avais un exemple d'un produit. En plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est un produit impact et plutôt responsable dont tu avais envie de parler. Je trouve que c'est intéressant peut-être de prendre un exemple. Et justement, si ce produit-là était un succès, comment vous avez réussi à être centré utilisateur, être au plus près des besoins utilisateurs ou clients, quels qu'ils soient. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous expliquer comment tu l'as opéré et pourquoi, selon toi, c'est un succès, c'est un exemple à suivre et intéressant? Je pense que tu parlais de Circular Mobility. En fait, c'est pas un produit, c'est une proposition de valeur. Encore mieux. C'est encore mieux, en fait. Ça englobe plein de produits dedans. C'est vraiment un exemple d'un produit à impact que je voulais en parler et témoigner car il y a tous les ingrédients qu'il a eu cet impact et pas uniquement un impact en France, même international. Ça partit d'où? Ça partit, comme je disais tout à l'heure, d'une écoute du besoin client.
Je regardais les RFP et je voyais de plus en plus de nos clients qui nous demandaient d'avoir des produits pour les aider à décarboner leurs solutions mobiles. Et en plus, ils voulaient qu'on leur dise, OK, ça décarbone, mais de combien je peux gagner grâce à vos solutions chez moi pour pouvoir l'intégrer également dans mes rapports extra-financiers. Donc, il y a plein de lois qui sortent, des lois CSRD, etc. Et nos clients, ils sont un peu, oh là là, comment on va voir pour opérer tout ça. Donc ça partait de ça et de cette conviction-là que je pouvais faire quelque chose de super intéressant. De là, je suis partie chercher du sponsoring au niveau COMEX pour pouvoir me donner le feu vert pour lancer cette proposition de valeur. Mais une fois que j'avais ça, j'avais déjà plein de briques que j'ai déjà construites. Donc j'avais les offres qui étaient là, que je pouvais mixer ensemble, mais j'avais pas toutes les briques. Donc là aussi, il y avait aussi le départ pour chercher les bonnes expertises dans le groupe pour pouvoir créer les briques manquantes. Donc là, je suis partie au-delà de mon périmètre, aller chercher dans le groupe chez Orange Innovation les équipes qui ont fait les expertises autour de toute la partie carbone, donc méthode carbone, etc. Ils sont, on a échangé ensemble. J'ai créé toute une task force, une équipe pluridisciplinaire partout au niveau groupe. Eux, ils ont créé une méthode qui n'existait pas, donc on a créé une méthode ad hoc in-house. Pour voir, donc on a mis tous nos offres ensemble. On a mis les offres de leasing, la reprise, le reconditionnement pour mettre tous les leviers possibles à nos clients en disant OK, vous voulez une solution la plus efficiente au niveau carbone mobilité, voilà ce qu'on peut vous proposer. Et avec ça, on a vu avec les équipes pour créer la méthode pour voir combien cette solution-là peut donner moins d'impact carbone à nos clients par rapport à une solution habituelle. Mais une fois on a créé ça, on a dit bon, on va encore aller plus loin, on va chercher un organisme européen pour valider nos méthodologies. Donc là, on est parti chercher la FNOR. Et là, c'était encore, on a monté le curseur de la complexité encore plus loin. Car on n'a pas l'habitude d'avoir des auditeurs qui autour de table, autour de marketing, qui te parlent des normes ISO. À l'époque, quand on était autour de la table, ils me parlaient de normes ISO, machin. Donc j'étais là en train de dire, OK, je suis market, je suis pas trop ISO, il faut qu'on comprenne. Donc là, c'était également de savoir comment mettre des gens autour de la table qui n'ont pas le même langage, qui parlent pas habituellement ensemble, mais se retrouver, trouver un langage commun. Donc on s'est retrouvés pour trouver tous ensemble un langage commun. Et surtout, ce qui était le plus passionnant, c'est de voir que même l'auditeur côté AFNOR, il se sentit intégré dans notre équipe. Donc même lui, il avait envie, il mettait tout en œuvre pour qu'on sorte tous ensemble ça. Et ça, c'était super gratifiant à voir, de voir que tout le monde, cette énergie-là qui était embarquée tous ensemble, et tout le monde disait, bah, peut-être on ne va pas arriver au bout. Et je voulais absolument qu'on arrive au bout de cette démarche-là. Et on a réussi. Juste avant Noël, c'était le cadeau de tout le monde de Noël pour dire, bon, on va lancer tous ensemble. Et on est le seul opérateur, le premier à l'avoir fait sorti cette proposition de valeur, qui est mondialement reconnue. Et surtout, ce qui me plaît le plus, c'est quand je la présente aux clients ou également à des partenaires, même des concurrents. J'étais chez British Telecom l'autre jour, ils me disent mais on a envie de faire la même chose. Est-ce que tu peux partager? Et on a laissé la méthode qui était ouverte à tout le monde et tout le monde peut s'inspirer de ça pour pouvoir le reproduire également chez lui. Donc voilà, pour cela... faire du marketing, c'est bien, mais également, il faut parfois avoir tous les soft skills pour dépasser ton périmètre, pour avoir l'impact et l'innovation que tu veux, qui va changer l'écosystème, changer le game, en fait. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ça part presque d'une problématique réglementaire, un arbitrage client où ils ne savent plus comment opérer une réglementation. Et pour vous, ça a été aussi une opportunité technique presque
enfin presque réglementaire à opérer, et du coup, ça a permis de créer de la valeur sur la base d'une réglementation, d'une contrainte pour les clients. Exactement, en fait, tout au long de mes sujets, je voulais jamais les aborder d'une façon contrainte. Et c'était ça mon objectif, c'est comment transformer une difficulté ou une contrainte en opportunité business et comment allier les deux en fait. Allier contrainte, gain au niveau RSE et également intérêt pour le business, pour nos clients et pour nous. Et c'est ça en fait le combo gagnant. Ouais, très intéressant. Et aujourd'hui, vous arrivez à mesurer les résultats. Bon, j'imagine pour vous auprès de vos clients, c'est sûr, mais même pour les clients en termes de bénéfices par rapport à cette offre de valeur aujourd'hui? Tout à fait. En fait, comme j'ai indiqué, c'est une proposition de valeur. Donc derrière ça, il y a plein d'offres qui sont derrière. Donc on constate qu'on arrive à être les premiers à avoir le plus grand pénétration au niveau du leasing mobile sur le B2B. On arrive également à embarquer nos clients, à nous rendre les téléphones. Donc actuellement, on a 20% de nos clients qui nous rendent le téléphone. Alors avant, c'était 0% il y a quelques années. Donc on arrive à changer, car c'est un changement d'habitude quand même. Là, tu es en train de changer la façon de faire de nos clients qui n'avaient pas l'habitude. Et là, on leur a donné envie, une raison pourquoi c'est important également, que ça sera également intéressant à la fois d'une façon écologique et aussi c'est intéressant pour eux pour une façon business économique. Et c'est là où on voit, oui, ça commence à prendre. Et on est sur ces sujets-là, les premiers pour la partie B2B à embarquer nos clients, à avoir les résultats là-dessus. Chouette. Et comment tu vois cette offre? Est-ce qu'elle va continuer à évoluer, à itérer? Est-ce que vous allez lancer aussi peut-être de nouvelles solutions, de nouveaux produits pour densifier cette offre, etc. Ou aujourd'hui vous dites elle est en zone de croisière, quelque part, ça serait risqué aussi de la modifier, de la toucher. Justement, ce cycle peut-être d'innovation et d'évolution m'intéresse. Est-ce que voilà, vous êtes plutôt à vous dire aujourd'hui il faut plutôt la communiquer et la diffuser auprès d'autres clients, aller chercher des parts de marché sur déjà ce qu'on a, ou est-ce que vous vous dites aussi c'est l'occasion de l'améliorer, de la renforcer? Pour moi, il faut jamais s'arrêter, car quand tu t'arrêtes, tu perds, tu recules en fait. Tu stagnes pas, mais tu recules. Il faut continuer toujours à écouter qu'est-ce qu'il manque, comment améliorer. On a encore des choses à faire pour intégrer encore de plus en plus cette offre-là dans le parcours de nos clients, parcours digitaux et aussi. Intégrer d'autres sujets aussi dedans pour encore donner plus de valorisation. On a plein de pistes actuellement. On est pas mal courtisé par certains acteurs pour intégrer encore d'autres briques à cette offre dans un modèle device as a service. Donc, ajouter d'autres services, profiter de cette innovation pour encore intégrer d'autres dedans. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a réussi, grâce à cette offre-là, au lieu de nous, qu'on y va chercher des partenaires, c'est eux qui viennent nous voir en disant « Vous êtes les leaders, vous êtes les plus innovants sur ça, on a envie de bosser avec vous, vous proposer quelque chose. » Et ça, il faut vraiment surfer sur ça et ne pas dire « Bon, on est tranquille, on est en avance, sinon on va être plutôt en retard. » Et, la richesse de cette offre, c'est qu'elle mélange, dis-moi si je me trompe, mais device physique, expérience digitale, parfois de l'IoT, tu disais, donc aussi du digital. Comment tu arrives à orchestrer, opérer des fonctions, des métiers qui sont différents et offrir de la transversalité dans tout ça? Parce que on sait, on a une tendance quand même à siloter les choses, à se dire bah là on fait le produit numérique qui va permettre de faire la circularité, donc de faciliter la commande de device, le retour de device. Ah oui, mais derrière, comment on opère la couche logistique, comment on opère la couche communicationnelle, etc. etc. Comment tu as réussi à construire une dynamique presque d'équipe ou d'organisation autour de ça, sur des métiers qui sont
quand même assez différent in fine pour opérer. C'est ça en fait, c'est mon créneau. Je suis quelqu'un qui ne travaille jamais en silo. Pour moi, une équipe, c'est une équipe globale. Et c'était toujours mon objectif, depuis que je suis chez Orange, de penser au-delà de mon périmètre, de penser global, de penser client, et voir comment maximiser la valeur pour le client et aller chercher ailleurs. Donc derrière cette offre-là, il y a la partie device mobile, il y a la partie connectivité, il y a la partie carbone, donc il y a des expertises un peu partout qu'il a fallu chercher pour pouvoir opérer. Il y a des partenaires, donc on a des partenaires derrière notre offre de leasing, on a un financier derrière, derrière les téléphones, on a tous nos grands partenaires qui sont Apple, Samsung ou nos partenaires reconditionneurs avec qui on a travaillé. Et on a créé également une méthodologie sur laquelle on était les premiers et tout le monde a adhéré en fait pour définir un produit qui sera éligible à ça, voilà les critères. Le critère, il faut que le téléphone n'aura pas plus de temps d'émission carbone. Il devrait être durable, il devrait être avec des mises à jour tant de ça. Donc ça, ça n'existait pas et on l'a créé. C'était ça, cette envie-là d'avoir un grand impact au-delà de ton périmètre, ne pas voir que ton truc. Oser créer quelque chose, d'être le premier à le faire. Mais quand tu oses et avec du bon sens, bah là tu as l'adhésion. C'est pas uniquement oser pour imposer, mais oser avec plein de bon sens, d'empathie, d'écoute, d'oser, d'énergie, beaucoup d'énergie. Parfois, tu sentais que les équipes disent bon, on va pas y arriver, on va laisser tomber, et tu es là, non, on va y arriver, et toujours croire en fait, toujours croire, mais pas croire en disant oui, mais c'est moi qui ai raison, croire à la finalité, mais si tu te trompes dans le chemin, tu es prêt à faire machine arrière, écouter et refaire un deuxième match pour arriver à la finalité, quoi. Donc c'est surtout ça, avoir aussi cette adaptabilité de dire ok, on s'est trompé là les amis, on va faire machine arrière et on va prendre l'autre route, mais le cap il est là en fait, le cap ne change pas car c'est important que le cap soit toujours bien défini, mais que le chemin lui il peut voilà. Il y a un autre trouble. C'est ça. Ok, chouette. Comment tu vois des tendances et est-ce que tu en repères qui vont venir impacter, puisque tu disais que ça évoluait tout le temps et que l'enjeu c'est que ça évolue pour pas justement être même pas en stabilisation mais en perte, tu disais, si ça ne bouge pas. Voilà, quelles tendances vont venir impacter cette offre que tu continues d'opérer et de faire vivre, voilà, selon toi, ou quel peut-être comportement aussi Oui. Si je parle un peu plus large de cette offre-là, pour moi, au niveau tendance que je commence à sentir qui vont venir vraiment pas mal bouleverser le métier du product de demain, même l'industrie, même la télépublication, il y a un sujet pour moi qui est autour de l'IA générative. Je pense qu'il faut commencer à l'embarquer de plus en plus. Pareil, ça bouge énormément sur ce sujet-là. Il faut être maintenant sur la balle pour ne pas être en retard. Donc, si tu n'es pas déjà dans le sujet, bah, tu vas prendre du retard. Donc, il faut être en anticipation, tester, pareil, voir, ne pas attendre que tout soit nickel chrome et dire bon, finalement, c'est maintenant, tout est nickel, on va monter à bord. Non, il faut monter dès le début pour tester, affiner, améliorer, etc. Car pareil, il y a des gens qui me disent oui, mais l'IA générative, oui, mais la data, est-ce qu'elle est propre? Comment on va faire? Oui, mais en testant, on voit qu'est-ce qu'il faut améliorer, voir comment, etc. Il y a également au niveau impact global, et même pour mon offre, toujours penser sustainability by design. C'est un mot très important. C'est ne pas, maintenant, à chaque nouvelle offre qui devrait être lancée, penser dès le début, c'est quoi son empreinte? C'est quoi son impact? Est-ce que j'ai pu faire autrement
pour que ça soit mieux à la fin. C'est comment améliorer son cycle de vie. Je sais pas, une coque, une machin, n'importe. Ça peut être du device, ça peut être du soft, ça peut être une offre en global. Tout le temps penser, c'est quoi la meilleure combinaison possible de mon offre pour que ça soit sustainability by design. Il y a également toute la partie de la sécurité qui sont très très importants. Donc la cyber sur lequel on travaille beaucoup. Donc la cyber pour moi il y a plein de choses, c'est un vaste sujet et chez Orange récemment on a parlé des réseaux Quantum, je ne sais pas si ça te parle ce sujet-là, etc. Pareil, là on sera encore beaucoup plus challengé, donc il faut dès maintenant préparer cet avenir pour voir comment améliorer et pousser encore plus loin nos solutions pour voilà, qu'on ne soit pas mis à terre le moment venu, que tout ça soit prêt. Et on a également tous les sujets autour de la plateformisation. Donc, comme j'ai indiqué, on veut s'orienter à ne pas tout que tout est fait in-house, aussi avoir une plateforme sur laquelle on peut embarquer plein de partenaires parfois, car peut-être c'est mieux que ce soit un partenaire, c'est plus rapide, il a l'expertise, etc., que de le refaire toi-même. Et c'est une richesse, c'est une innovation. Donc là, on va sortir plus dans un modèle, un écosystème global, international aussi. Donc moi je travaille aussi sur une alliance qui s'appelle une alliance Freemove avec tous les autres opérateurs. Donc là aussi parfois pour des clients qui sont internationaux, qui ont des sites un peu partout, comment opérer pour eux comme un opérateur unique, mais et lui mixer et lui enlever cette complexité là, la prendre sur nous. Et pour lui, c'est comme s'il parle avec un seul opérateur. Mais cet opérateur-là, derrière, il y a X autres opérateurs avec X autres offres. Donc là, on monte encore le cran de la complexité pour nous au-delà. Mais c'est d'une richesse absolue. Très chouette. On avait évoqué aussi ensemble l'impact potentiellement de l'intelligence artificielle. Comment tu vois l'IA opérer sur ce type d'offre? Est-ce que ça va avoir un impact limitant ou un impact majeur? Comment tu vois les choses sur cet aspect-là? Pour moi, et même chez Orange, on a pris le sujet de l'IA assez rapidement en fait, en interne et également pour nos clients. Donc on propose pour nos clients des solutions IA qui s'appellent Life Intelligence pour pouvoir les aider aussi de tester et commencer à monter à bord. Et pour nous en interne, ça va venir toucher plein de choses. Donc on a développé un IA interne qui s'appelle Dino2 pour également faire attention que nos données ne soient pas exploitées à l'extérieur. Donc, on prend tous les modèles extérieurs en interne, mais on ne laisse pas nos données sortir à l'extérieur. Et ça, c'est très important demain à chaque entreprise de faire gaffe que ces données, en utilisant l'IA, ces collaborateurs, qu'on parle de Shadow IA demain, que ça ne soit pas disponible et les données d'entreprise confidentielles, ça se retrouve à entraîner des modèles aux États-Unis ou par ailleurs. Donc, il y a un sujet de gouvernance, de souveraineté, de confidentialité, de sécurité qui est important. Après l'IA, je fais plein de formations sur le sujet. Ça va venir chambouler plein de choses en entreprise. Au niveau, par exemple, service client, il y a un potentiel énorme de voir comment aller traiter au mieux tous le SAV, les plaintes clients, les process. Donc il y a un sujet autour de ça qui a exploité, sur lequel on est là-dessus. Il y a également de l'IA qui va venir aider chacun entre nous au niveau en interne pour résumer des slides, faire des choses, donc un peu être comme un facilitateur, facilitateur. Il ne va pas venir te remplacer. Pour moi, l'IA remplacera jamais un être humain. Il va venir l'aider à améliorer la productivité. Voilà. Il a une productivité et l'aider à enlever les tâches compliquées qu'il n'a pas envie de faire et se concentrer sur son activité principale.
Ça peut également aider beaucoup nos commerciaux aussi. Quand ils ont X sujets, X appels d'offres, X offres en face, il a un rendez-vous client. Au lieu d'aller regarder la bibliothèque, regarder chaque offre, l'IA peut venir l'aider à dire, OK, par rapport à ton client, j'ai compris ce que ton client fait, je l'ai mappé par rapport à vos offres, je pense par rapport à la stratégie de tes clients, c'est là où il faut lui parler, je te prépare les slides, je te fais ça, mais après c'est à toi d'adapter ton... Mais ça peut venir aider à toute cette phase-là de personnalisation, de discovery du client, de ses besoins, et aider, assister le commercial dans toute cette phase-là de préparation pour que lui soit vraiment focus le jour venu. OK, j'ai bien compris ce que mon client a dit et voilà ce que je veux l'aider à personnaliser. Donc, il y a pas mal de choses sur ça. Donc, voilà, pour moi, pareil, au niveau marketing, faire des études marché, bench sur le marché. Au niveau communication, ça peut aussi pas mal aider l'IA demain de voir la tonalité. Mais après, il faut faire attention que laisser toujours une part d'humain et ne pas que ça soit le même discours. Tout le monde dit le même discours et tu te regardes les posts LinkedIn, ça ressemble à son copain car c'est... À un moment donné, il faut mettre également de l'humain dedans. Et c'est ça, savoir comment utiliser l'IA quand il faut, mais pas trop non plus. Donc, au niveau, voilà. faire un levier, pas remplaçant. C'est ça. Très chouette. Sandy, on arrive au bout de notre épisode. Tu avais peut-être un petit mot pour la fin ou une petite conclusion sur tout ce qu'on s'est dit? Déjà, merci infiniment pour cet exercice. Merci pour l'invitation. Pour moi, c'est une première, donc, mais j'ai beaucoup apprécié l'exercice. Ce que je voulais dire, c'est que on a des jobs chouettes. Il faut le faire avec beaucoup de passion, beaucoup de conviction, beaucoup d'humilité aussi, et beaucoup d'audace. Il faut oser. Si je veux rester sur un dernier mot, c'est oser pour aller plus loin et aimer les gens en fait, aimer les gens pour les embarquer et écouter autour de soi, son environnement et son écosystème et son client. Pour progresser. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi, Martin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!